Méditerranée, nous en sommes convaincus, elle passera par le dialogue politique constant, serein, entre les pays des deux rives. Et aussi le partage de connaissances qui soient utiles au développement local, au développement des territoires et au développement des communautés les plus fragiles, que sont les petits agriculteurs, les petits pêcheurs. Et enfin, on est convaincu aussi, mais c'est le message qu'on porte depuis à peu près 60 ans, c'est que l'existence de partenariats stratégiques dans l'agriculture à l'échelle méditerranée est une nécessité. Et ces convictions, on les partage encore plus, et elles sont renforcées encore plus avec la crise des réfugiés et tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui en cours sur les migrations. Nous sommes convaincus effectivement que ces questions ne peuvent être abordées que de manière multilatérale, qui est une vraie approche régionale pour aborder ces sujets qui ne sont pas des sujets simples. Encore une fois, c'est aussi, l'importance pour nous au SIAM, c'est de pouvoir mettre dans les agendas politiques les questions de sécurité alimentaire, les questions de développement agricole, qui sont encore des thèmes qui sont largement sous-investis et dont on ne mesure pas encore l'importance. Alors c'est un travail de plaidoyer qu'on fait au quotidien auprès des États, et c'est quelque chose qui aujourd'hui fait de plus en plus écho, et quand on met en avant les grands enjeux, les grands défis avec les questions migratoires, il y a une oreille particulièrement attentive. Alors la sous-alimentation, la famine, elle est aux portes de la Méditerranée, parfois même dans des pays méditerranéens. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui on parle de plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. En Afrique subsaharienne, une personne sur 4 est sous-alimentée. Les causes sont multiples, donc les guerres, la question de la croissance démographique aussi, et bien évidemment il y a des liens directs entre pénurie alimentaire et déplacement de population dans les pays et les pays voisins. Et bien sûr on peut imaginer tout de suite, en cas de déplacement de population important, tous les effets, toute la pression que ça peut avoir sur les ressources disponibles pour les sociétés d'accueil. Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui sont un point chaud climatique, importent aujourd'hui à peu près 40% des denrées nécessaires à leur alimentation. Et bien évidemment, cette importation elle est nécessaire du fait d'une forte croissance démographique dans la région. Les 5 États nord-africains cumulent à eux seuls en moyenne entre 20 à 25 milliards d'importations agricoles depuis 2010. Alors cette dépendance aux importations agricoles, en 50 ans, elle est passée de 10% à 40%. Donc vraiment une dépendance très forte aux importations et sur des produits comme le blé, qui est la céréale la plus importée, qui est suivie par le maïs, d'autres céréales, mais il y a aussi une forte dépendance par rapport au sucre. Quelques chiffres, la Méditerranée, elle détient seulement 3% des ressources mondiales en eau, mais elle abrite 50% des populations dites pauvres en eau, soit à peu près 180 millions de personnes. Beaucoup de pays de la Méditerranée sont touchés par l'insécurité hydrique. L'insécurité hydrique, c'est la disponibilité en eau par an et par habitant qui serait inférieure à 1700 mètres cubes. Et alors, il y a 9 pays méditerranéens qui sont directement touchés par cette insécurité-là. Et selon les estimations, selon les études, on pense que beaucoup de pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, d'ici 2025, donc d'ici très bientôt, vont tomber dans la catégorie pénurie en eau, c'est-à-dire moins de 1000 m3 par an et par habitant. Bien évidemment, cette situation d'insécurité hydrique, elle a des liens directs sur le développement économique, et bien évidemment sur l'agriculture, qui est très consommatrice d'eau. Bon, les contraintes climatiques, la Méditerranée, elle cumule beaucoup de tard, beaucoup de choses très compliquées à gérer, et le climat en est une. Les évolutions laissent présager vraiment une forte dégradation. Les études, les différents rapports qui paraissent placent la Méditerranée vraiment dans une situation de haute surveillance.
et c'est une des régions les plus menacées au monde du changement climatique. Alors on parle, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, le GIEC, évoque une augmentation entre 2 à 5 degrés sur la région, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer sur des pénuries en eau, sur la désertification et toute une autre série de choses. On estime qu'au Moyen-Orient et au Proche-Orient, et au Maghreb aussi, qui vont être les pays les zones les plus touchées par les changements climatiques, ces pays-là verront leurs importations nettes approcher les 70% de leurs besoins domestiques. Dans les pays du sud de la Méditerranée, on souffre d'une grande rareté foncière. Les terres arables sont rares et à peu près plus de la moitié des terres actuellement cultivées dans le sud sont considérées comme non cultivables d'un point de vue agronomique. Cet usage de terre qui a faible qualité, il va conduire à une forte dégradation des sols, où bien sûr vont se combiner toute une série on va avoir une érosion naturelle, une dégradation chimique, des risques de salinisation, la désertification. Et cet effritement des terres, il est directement lié aussi à des pratiques agricoles qui sont non durables. Alors qu'une partie importante du monde va faire face à une population vieillissante, en Afrique, la population elle devrait doubler. On devrait passer d'1 milliard d'habitants à peu près 2,4 milliards en 2050. Alors c'est autant, et la moitié de ces habitants auront moins de 25 ans. Donc c'est autant de bouches nouvelles à nourrir, avec tous les enjeux, tous les défis qu'il faut quand même relever. Et c'est autant de jeunes qu'il faudra insérer dans le marché du travail. Et tout récemment, le FMI a sorti une étude où ils expliquaient que pour pouvoir absorber, pour que les jeunes puissent trouver un emploi, il faudrait créer 20 millions d'emplois nets chaque année en Afrique subsaharienne et pendant 20 ans. Donc toutes ces insécurités hydriques, foncières, climatiques et alimentaires, elles catalysent les migrations. Et à cela, il faut aussi ajouter l'instabilité politique et les guerres dans la région, qui sont assez fortes, assez nombreuses. La migration interne, donc dans le pays, de la campagne vers les villes ou des campagnes vers les campagnes, elle constitue la part la plus importante des mouvements de population humaine. Donc on est sur un rapport de 4 pour 1, c'est-à-dire que pour 4 migrants dans le pays, on va avoir 1 migrant à l'international. Lorsque la migration elle a lieu en dehors du pays, elle est d'abord régionale. 9 réfugiés sur 10 aujourd'hui sont accueillis dans des pays en voie de développement. Et alors, une grande part des réfugiés dans les pays du Sud, ils sont accueillis dans les régions rurales. Par exemple, en Afrique subsaharienne, 80% des réfugiés résident dans les zones rurales. Généralement, la migration interne, c'est une étape préalable à la migration vers l'international. Pour migrer, il faut non seulement le vouloir, mais il faut le pouvoir. Mais souvent, la migration, c'est une stratégie d'amélioration du niveau de vie. Et elle constitue aussi un levier du développement. L'immigration, elle peut aussi avoir des conséquences négatives sur les ménages agricoles et sur les communautés d'origine, en particulier lorsque c'est les plus jeunes qui partent, les plus dynamiques qui partent. Les zones rurales qui accueillent les personnes déplacées, elles sont aussi susceptibles à leur tour de subir des incidences en matière de sécurité alimentaire. Et alors très vite vont apparaître des tensions quand on a un contexte d'insuffisance des ressources. Cette arrivée de réfugiés, cette arrivée de migrants peut être vraiment très problématique. Donc d'un point de vue européen maintenant, aujourd'hui, dans de nombreuses campagnes de la région, les travailleurs étrangers, en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs, constituent une large partie de la force de travail agricole et représentent une part non négligeable de la population rurale. Alors selon des données officielles de 2013, dans le rapport, on apprend que les immigrés constituent plus d'1 tiers de la main-d'œuvre agricole en Espagne, en Italie et en Grèce. Alors, si bien que certains chercheurs parlent vraiment de migrantisation de l'agriculture européenne. Et que peut-être la sécurité alimentaire européenne repose aujourd'hui sur une bonne partie de la participation et de l'implication de ces migrants. Si les migrations, elles ont redessiné, elles sont en passe de redessiner nos sociétés, c'est un fait. Et elles posent à ce titre la question, c'est vrai, de l'intégration des nouveaux arrivants au sein de... Il faut penser des modèles de développement durable, des modèles qui puissent absorber, intégrer cette arrivée éventuelle de migrants.